tous à cette session sur le rôle de la création de la réglementation en matière d'affectation des capitaux au BPD. Ce que nous essayons de faire dans cette session, c'est d'examiner comment EFD et le PDB peuvent renforcer leur rôle dans le développement durable social en intégrant des mécanismes de financement novateurs, en utilisant des normes de réglementation normalisées et en appliquant des méthodologies peaufinées. Ces trois approches, j'estime, doivent être une contribution très utile pour renforcer l'architecture financière mondiale et comment nous mobilisons avec efficience les capitaux en tant que BPD. Entre Nicolas et moi, nous avons réuni une liste d'intervenants formidables pour nous parler de ce sujet. Et la manière dont nous allons le faire, on le fera dans deux panels. Nous aurons le premier groupe et puis nous allons passer au deuxième groupe. Mais nous voulons vous présenter d'avance tous les orateurs pour qu'au moment où nous changeons le panel, nous ne perdions pas de temps. Permettez-moi de commencer, puis je vais donner la parole à Nicolas pour présenter les collègues. Nous avons le professeur Max Feeling. Il est à la Commission nationale de planification. Il va présenter la première intervention. Deuxièmement, nous avons Aurora Akansia. Elle est la directrice des affaires stratégiques de la Banque multilatérale de développement. Elle va s'occuper de la deuxième intervention. Et puis nous avons Nazmi Ramoura, qui est la principale agent chargée de durabilité. Et nous avons également Catherine Taduka, qui est le chargé de durabilité systémique. Ce sont là les panels. Je vais demander à Nicolas de vous présenter le deuxième panel et puis nous allons revenir aux conversations. Merci infiniment, Zef. Bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Picatino, secrétaire général de IDFC, qui est le club international de Banque de Développement. Nous sommes membres fondateurs. Nous sommes à 27, on peut atteindre beaucoup plus de banques de développement dans le sommet. Je suis très heureux d'être là avec vous et nous serons dans le deuxième panel en train de discuter de manière pour approfondir la relation entre les banques publiques de développement et les agences de notation. Et avant cela, j'ai l'honneur d'accueillir M. Panayochi Gavras, qui est le chargé des politiques et stratégies à BSTVD, la Banque de développement. Nous avons également M. Hamal Tafiki, qui est le vice-directeur général de dépôt et gestion Maroc. Nous aurons Marco Jenson, le directeur général associé de Mod Rating. Nous aurons Samoura Moussa, qui est la directrice générale de Research Analytics Africa à S&P Global. On aura M. ADC, président, directeur général de la Banque de développement, et Missiamia Paiva, directeur général de la CAF. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, les premières conversations vont se focaliser essentiellement sur la question d'allocation de capitaux et de la réglementation de la durabilité. Je vais donner le micro au professeur Suling d'abord et puis nous allons passer au deuxième groupe. Merci. Merci beaucoup. Ce que je vais partager, c'est le travail que nous avons fait avec la Commission nationale de planification. J'ai dirigé le groupe de travail chargé d'infrastructure. Désolé, prof, vous avez pratiquement 10 minutes juste de mentionner cela. Merci. Nous mettons les diapos. Dans le groupe de travail, nous avons travaillé sur les exigences en matière d'investissement qu'il faut faire dans l'avenir. Nous avons fait une approche d'analyse de lacunes
Donc, l'approche de la Banque mondiale, maintenant que nous avons terminé ce travail, est clair après ce que Maria et Kato ont dit dans la plénière ce matin. Nous n'allons pas relever ces défis grâce à une approche de réduire les écarts, mais ça sera une approche de transformation. Comment est-ce que nous allons le faire? Après avoir fait la recherche pendant un moment sur le cadre basé sur la supposition selon laquelle les politiques fiscales et monétaires sont susceptibles de changer, on a adopté une approche qu'on appelle architecture monétaire. C'est basé sur la supposition selon laquelle le système financier est tout un réseau. Chacun a des crédits et des actifs, ça c'est vrai. Nous devons être en mesure de cartographier l'écosystème financier. Voilà ce que nous avons fait pour pouvoir identifier les configurations du bilan qui contiennent un certain flux qui sont pas durables et quel est le type de reconfiguration de bilan financier qu'il faut pour changer la direction du flux des capitaux, débloquer un nouveau flux de capitaux pour pouvoir relever nos défis sans nécessairement changer radicalement les politiques fiscales et monétaires. Alors cette reconfiguration du bilan financier, c'est ce qu'on appelle l'espace d'élasticité. En fait, ça, c'est notre première étape dans le processus. Il s'agissait de cartographier le bilan financier sans entrer en détail. Ça, c'est la première cartographie des actifs. C'est pratiquement 50 000 milliards. Et les exigences sont pratiquement 10% de cette base d'actifs. Et cela nous permettent de cartographier la relation entre la multiplicité des bilans qui composent l'écosystème financier sud-africain pour que nous puissions commencer à identifier les reconfigurations des bilans qui peuvent débloquer de nouveaux capitaux. Alors, une des premières choses que nous avons faites, nous avons cartographié la relation entre la profitabilité et le réinvestissement dans la formation des capitaux fixes. Et comme vous pouvez voir sur cette diapo, le niveau des profits est élevé dans le contexte sud-africain. Mais le niveau d'investissement et de la formation des capitaux fixes est constamment en deçà de 50%. La cible de développement national, c'est 10% du PIB. C'est ce que nous devons investir. Mais tout un éventail. Ce que vous voyez ici, la communication, c'est très élevé en termes de marge et c'est également élevé en termes de la formation des capitaux fixes bruts. Mais quand vous regardez la marge dans les capitaux, c'est un niveau très élevé de refinancement. Et le financement, c'est le secteur dominateur. C'est également la marge très élevée. Ce n'est pas intense en termes de capitaux en tant que secteur, mais bien sûr, les investissements sont faibles. Si vous regardez ou si vous enlevez le secteur bancaire et les finances de l'image à droite, tous les autres secteurs, ce que vous pouvez voir, c'est pratiquement entre 50 et 200 milliards de rand de réinvestissement par année. C'est pratiquement une croissance de 10% au cours de cette période de temps. Ça doit être 20 ou 30% de croissance. Est-ce que ça signifie que la plupart des réinvestissements qui ont lieu pour la formation des capitaux fixes, c'est remplacé plutôt que l'expansion? Et ça, c'est une grande partie du défi qu'on connaît. Alors, ce qu'on a dans l'économie sud-africaine, c'est une capitalisation des marchés très élevée. Dans la bourse GSC, il y a des banques très profitables et un haut niveau de concentration des titres et obligations. C'est un faible nombre de ménages. Parmi les tendances importantes depuis 1994, c'est la croissance importante de la caisse pension, telle que c'est montré ici, avec un niveau faible de réinvestissement dans l'économie réelle et même moins dans l'infrastructure. Ça, c'est une image des épargnes, des fonds d'investissement gérés par l'association
d'épargne et d'investissement en Afrique du Sud. Vous voyez ici, il y a l'image des sources de ces fonds et là où c'est placé. Beaucoup de cet argent, malheureusement, est recirculé dans le système financier. Ça fait partie de l'explication sur la raison pour laquelle nous avons une économie financiarisée. Si vous regardez les détails du secteur financier, vous verrez que le secteur bancaire est pratiquement équivalent au PIB. La caisse pension, c'est pratiquement moins 5,6, l'assurance 4,2 et le secteur bancaire qui est le secteur en plein essor. Le financier, ça doit être le catalyseur du secteur financier. C'est un des secteurs en pleine croissance. Alors, ce sont là les résultats de cette image que je vous ai brossée. C'est un rapport de pratiquement 400 pages. C'est reflété sur ce diagramme. Ça montre dans quelle mesure le secteur financier a connu la croissance et comment est-ce qu'il y a un déclin des autres secteurs avec le temps. L'une des conséquences de cette financiarisation de l'économie mondiale, ou plutôt de l'économie sud-africaine, c'est un déclin général depuis 2007-2008 par rapport au PIB. Mais cela a entraîné la baisse des dépenses. Au même moment, nous avons vu le début de la hausse de l'inflation. Et ça, c'est une situation très dangereuse qui ouvre ce qu'on appelle la gueule de l'hippopotame. Donc, il y a hausse de l'écart des rendements, de la tendance des rendements des obligations de 10 ans et également de la croissance. Si nous continuons de cette façon, nous allons connaître une crise financière très grave. C'est reflété par le fait que les emprunts par le secteur privé sont à la hausse. Le taux de crédit du gouvernement par rapport au PIB, c'est autour de 50%. Si vous réunissez tout cela, vous voyez que c'était une catastrophe. Et cela a des répercussions graves sur l'inégalité. Juste pour résumer, les données qui sont disponibles, ça fait déjà quelques années par les chercheurs de l'université de Stellenbosch. Donc, les actifs des ménages, il y a l'indice de Gini. La question, ce sont les actifs. Et la richesse, c'est 1%, c'est 2 fois 90% de la population. Il y a une économie financiarisée avec une hausse de l'endettement et ce type de configuration du bilan financier n'est pas durable. Il y a également l'importance du secteur des entreprises. Il y a pratiquement 1,5 million d'entreprises informelles qui survivent mais qui ne croissent pas. Et pratiquement 300 000 petites entreprises formelles qui emploient beaucoup plus de gens que les grands secteurs d'entreprise et qui contribuent à l'ajout de valeur, mais de manière générale, le problème qu'ils ont un accès très limité aux finances. Et si vous voulez combattre le défi lié à la pauvreté dans le contexte africain, sud-africain, il faut reconfigurer le bilan financier. Donc, il faut voir les petites entreprises qui ont le potentiel d'employer beaucoup plus de gens et contribuer à l'ajout de valeur. Ça, c'est l'histoire du déclin des compagnies publiques. Je ne veux pas m'y atteler, mais le résumé de notre crise économique et financière actuelle. C'est au profit, réinvestissement limité, bourse profitable. Les entreprises, donc les plus grandes compagnies trouvent leurs capitaux à l'interne, mais ne réinvestissent pas à l'interne. Nous avons également la montée du secteur bancaire parallèle et nous avons des compagnies qui ne représentent que 25% de la bourse GSE
mais les capitaux trouvés sur le plan local sont investis localement et les dividendes sont distribués localement. Ce sont là les compagnies qui ont le potentiel avec les petites entreprises. Si nous voulons lutter contre le problème d'inégalité. Et l'objectif de l'analyse, c'est d'identifier l'espace d'élasticité possible. Les choses telles que amener les IFD dans les banques centrales pour accéder aux capitaux de marché, au marché des capitaux. Et 20% de la caisse de pension peut être investie dans l'infrastructure et faire croître l'économie. Et comment faire les investissements en capitaux propres conditionnels et des réformes conditionnelles. Comment est-ce que les banques peuvent devenir moins oligopolistiques et également donner accès aux petites entreprises. Et comment est-ce qu'on peut focaliser l'accent sur les compagnies réelles plutôt que les grandes compagnies qui dominent sur la bourse et qui investissent à l'international. Il y a également l'activité au secteur bancaire parallèle qui joue un rôle important. Si nous pouvons réorienter cela. Et les ménages, au lieu seulement de se focaliser sur la pauvreté, se focaliser sur les richesses et la croissance de la classe moyenne et finalement, finances mixtes, en particulier dans le secteur énergétique où on se focalise sur des programmes massifs de transmission du réseau qui ne peuvent pas être soutenus par les compagnies. Nous devons mobiliser et connecter à tout un éventail d'autres bilans financiers pour co-mobiliser les capitaux qu'il faut. Alors, à notre point de vue, les exigences en matière d'investissement en infrastructure ne seront pas possibles si nous pensons simplement en termes de réduire l'écart. Nous devons penser en termes de transformer la configuration du bilan financier que nous mettons en place après 1994. Ce n'est pas adéquat pour la tâche à laquelle nous faisons face. Si vous prenez en compte la transition juste et la lutte contre l'inégalité. Merci. Merci beaucoup, professeur. Pour achever, j'aimerais dire que j'ai fait partie de cette étude pour ne pas faire des va-et-vient. Aurora, est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont nous pouvons raisonner sur les questions de durabilité, parce que nous essayons d'associer ces conversations avec ce que le professeur a dit. Merci infiniment. Si je peux avoir les diapos affichés, ça serait génial. Pour commencer, j'aimerais d'abord remercier tout le monde qui fait partie de ce sommet et la commission d'organisation, DBA, DBSC. J'ai participé à plusieurs sommets au cours des années et ça, c'est de loin mon sommet favori. C'est absolument bien organisé. La qualité des présentations sont merveilleuses. Je pense que la participation des gens, des communautés, BPB et les événements, c'est phénoménal. Nicolas, DBSC et IB, félicitations pour cet événement merveilleux. Sur ce, je vais commencer ma présentation et planter les décors. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler du Conseil de durabilité internationale. Je vais d'abord dire pourquoi nous sommes là et pourquoi est-ce que l'information peut vous aider à débloquer les capitaux. Alors, la fondation de IFRS Foundation a été créée il y a 50 ans pour créer des normes comptables développées régionalement et dans chaque pays, il n'y avait pas de comparabilité pour les compagnies qui voulaient être cotées au-delà de leurs frontières. Alors, une commission des titres a été mise en place qui réglemente tous les titres à travers le monde, s'était réunie et la fondation FRS a voulu traiter la question des normes pour créer un langage global qui permettrait aux compagnies de pouvoir être cotées au-delà des frontières nationales. Il y a 20 ans, nous avons créé les normes comptables internationales. Je suis sûr que vous tous, vous êtes ici, vous le connaissez, et votre organisation fait des rapports par rapport à cela. Alors, nous existons pour servir les marchés des capitaux et contribuer au fonctionnement sans embâge.
Alors ça, c'est la structure dans notre fondation. Nous avons deux conseils. Conseil de comptabilité et de durabilité. Le monitoring, nous avons la Commission européenne, l'USIC, aussi bien que d'autres régulateurs. Ce sont les deux normes. Mais que je puisse commencer par ici. En 2015, lorsque l'accord de Paris a été signé. Et il y avait l'intention d'opérationnaliser cela au-delà des paroles. Alors, comment opérationnaliser cela? Comment utiliser les investissements qui doivent être utilisés à l'unité de langage pour prendre la décision? Il y avait toute une pléthore de cadres énormes, GRI, TCFD et des choses pareilles. Et en 2021, le Conseil de stabilité financière, G20 et ESCO sont venus à nous pour nous demander de résoudre la question de soumission de rapports de durabilité, comme on l'a fait avec la comptabilité il y a 20 ans. Cela a entraîné la création des IFRS, le Conseil de durabilité internationale, qui met en place des normes pour les décisions utiles et également rentables du point de vue coût pour les pays et les compagnies qui veulent investir. Comment développer des matrices. Chaque pays a 10 rapports. Maintenant, nous avons un langage global qui a été accepté sur le marché des capitaux et qui permet la soumission des rapports et la prise de démission facile pour les investisseurs. Tout comme chaque organisation, on nous a donné ce mandat. Nous ne voulions pas commencer à partir de rien. Nous avons absorbé les normes existantes qui étaient déjà sur le marché et nous avons développé à partir de cela. Alors, les 4 normes, nous avons les normes de durabilité, SASB, nous avons CDSB et TCFD que vous connaissez. FSB a pris la retraite et les responsabilités ont été transmises à la Fondation FD. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Nous avons publié 2 normes en 2023, dont l'une, c'est les exigences en matière de durabilité des genres et puis les exigences en matière de capitaux qui ont été adoptées jusque-là par les juridictions. Si après, vous verrez, tout un mélange, toute une suite de membres de G20 et les membres qui ne sont pas des G20. Et ensemble, cela représente 40% de la capitalisation de marché. Si vous excluez les États-Unis, c'est 80% de la capitalisation de marché. Alors, ce que nous voyons, c'est comment chacun est disposé à normaliser le processus pour l'établissement de rapports qui pourraient entraîner le développement des capitaux. Et je vais juste prendre un peu du recul pendant une seconde et passer au grand thème que je vous ai montré dans la présentation au cours de ces 2 derniers jours. Il y a la demande de financement pour l'infrastructure aussi bien que d'autres causes. Il y a également une lacune en matière d'offres et pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est le coût des capitaux qui est très élevé et le manque d'informations pour les investisseurs. IFRS Sustainability Standard réduit cet écart. Il y a la divulgation sur les stratégies, les risques, les matrices, les cibles et la gestion des risques qui peuvent permettre à une compagnie de donner l'information qu'il faut aux investisseurs pour débloquer les capitaux et réduire le coût de capitaux. Et ça, c'est le pont que nous mettons en place entre l'offre et la demande. Qu'est-ce qui fait de nous une base globale pour ce qui est de la divulgation de la durabilité? C'est l'acceptation par l'ESCO, qui est une commission d'échange des titres. Si vous êtes investisseur ou analyste, ce qui pose problème lorsque la compagnie vous donne l'information, améliorer la qualité d'information et la confiance des investisseurs. C'est adopté par les juridictions au niveau des réglementaires, là où c'est obligatoire, et par les participants du marché sur base obligatoire. Et les investisseurs tels que BlackRock, Vanguard ont inclus cela dans les directives indirectes. Alors, nous avons beaucoup d'investisseurs qui sont engagés à utiliser les normes de IFSB dans leur prise de décision. Je vais m'arrêter en disant que l'alphabet qui existe dans les rapports de durabilité
Il y a plusieurs cadres au-delà de nous et l'une de nos missions, c'est de faire en sorte que nous puissions être interopérables avec elles. Ce sont les partenariats que nous avons pour veiller à ce que nos normes puissent être conformes aux compagnies que nous utilisons. Nous avons CDB, le protocole GHG, GRI, Transition Plan Task Force et TNFD. Une autre chose que j'aimerais dire, le désir pour le marché des carbones. Un autre thème que j'ai entendu pendant les 2 jours, c'est le marché des carbones. Le marché des carbones exige la divulgation des émissions de la portée 3. Notre norme exige la divulgation. Nous comprenons que ce n'est pas possible dans la première année ou dans les premières années de la compagnie. Voilà pourquoi ils sont en train de faire la transition. Il y a également la proportionnalité intégrée dans la norme. Mais il s'agit d'arriver aux normes 3 pour en arriver au marché. Et c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie une fois de plus pour l'opportunité de faire la présentation. Merci infiniment. Voilà. Maintenant, je me tourne vers vous. Nasmine, comment est-ce qu'on peut maintenant réunir les 2 choses? On a entendu parler d'allocation des capitaux, on a entendu parler de la réglementation. Comment comprendre les choses? On commence avec vous, 5 minutes, vos réflexions. Merci, Zef. D'abord, la tâche la plus difficile le vendredi, comment fusionner les choses. Ça semble séparé. Au fait, les deux, c'est de savoir comment avoir beaucoup plus d'argent dans les investissements pour pouvoir bouger l'aiguille. La solution, vous devez rapprocher de vous le micro, s'il vous plaît. Voilà, est-ce que c'est mieux? Bien, fantastique. Je suis désolé. J'aimerais d'abord reconnaître qu'à première vue, ces 2 sujets semblent être séparés. À titre d'information, Catherine et moi, on ne nous a pas donné les présentations d'avance. C'est comme si je suis rentré au lycée en train de faire les débats. Mais je pense que le sujet parle de la même chose. Comment avoir beaucoup plus d'argent dans le secteur qui font bouger les choses, avoir un peu plus d'impact sur le terrain. Max a parlé de la manière dont nous pouvons financer l'infrastructure en Afrique du Sud. Pour commencer, j'ai parlé des ASSB, parce que la raison pour laquelle nous soutenons ASSB, c'est reconnaître la nécessité de normes communes et d'un langage commun. Et en tant que compagnie cotée et en tant qu'investisseur dans 30 autres marchés à travers le monde, nous avons des difficultés partout. Avec plusieurs cadres et concepts de soumission de rapports par rapport à la durabilité. Il y a beaucoup d'industries qui sont développées et c'est très difficile. C'est un fardeau placé sur les compagnies pour faire les rapports par rapport à ces choses et ce qui contribue beaucoup par rapport à SSB. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai encouragé la GSC d'adopter ASSB. Oui, bien sûr, nous comprenons qu'il y a quelque chose de supplémentaire que nous aimerions avoir en Afrique du Sud, mais avoir une compréhension commune d'investisseurs dans le pays par rapport au rapport que vous recevez. C'est beaucoup plus important que ce que la GSC aimerait. Alors, nous serons vraiment critiques par rapport à l'idée d'adopter l'alternative plutôt que de baser sur ce que ASSB est en train de faire, parce que tout cela est valable. Alors ça, c'est un élément. Des normes communes, un langage commun. Et nous traduisons cela de ASSB. Pourquoi est-ce que ces normes sont importantes? Parce que ça
donne aux investisseurs à travers le monde l'opportunité de comprendre ce dont nous parlons. Si nous investissons dans les projets d'infrastructure au Vietnam, ça signifie que ces normes sont infaillibles. Si nous finançons les projets d'énergie renouvelable en Afrique du Sud, c'est la même chose. Ça signifie que si nous avons un fonds d'infrastructure d'énergie renouvelable et si nous avons tous ces éléments, c'est comme si nous avons la notation de solvabilité pour la divulgation de la durabilité. Et c'est pourquoi nous encourageons la normalisation en termes de divulgation, normalisation en termes d'étiquetage. Et où est-ce que ça nous amène? Ça nous amène par où Marc a commencé. Comment est-ce qu'on peut avoir beaucoup plus de capitaux dans le financement d'infrastructures et le financement d'infrastructures en Afrique du Sud? Le premier élément, comme on est tout à fait d'accord, nous avons une compréhension commune. Deuxièmement, j'ai un diagnostic différent par rapport à un faible taux de croissance en Afrique du Sud. Je pense que c'est à cause de mauvaises politiques de gouvernance pendant les 15 dernières années. Et ce qui se passe à la GSC pendant les 5 dernières années, il y a eu baisse de la profitabilité dans tous les secteurs de l'économie parce que c'était très faible. La GSC, c'est le reflet de l'économie, à part les compagnies comme les compagnies des matières premières qui vendent leurs produits à l'étranger. Alors, ce que nous avons pour les capitaux en Afrique du Sud, nous avons la caisse retraite qui exporte beaucoup de capitaux de plus en plus parce qu'il n'y a pas eu de croissance dans l'économie locale. Alors, la GSE a baissé de manière significative parce que beaucoup de marchés ont... En 2005, la GSE, c'était 13% de l'indice des marchés émergents. Maintenant, c'est pratiquement 3%. Et c'est le reflet de ce qui s'est passé. Dans l'entretemps, vous avez la caisse de pension en Afrique du Sud qui veut déplacer son infrastructure. Nous avons lancé le fonds d'infrastructure sud-africain où nous voyons la caisse de pension en train d'y allouer les fonds. Mais le défi, c'est compte tenu d'une faible croissance économique. C'est une préoccupation et les membres sont en train de baisser. Et l'habilité d'allouer les actifs est restreinte. Alors, il faut faire deux choses. Premièrement, il faut croître pour investir dans l'économie réelle. Deuxièmement, nous devons résoudre la question des liquidités. Marc, on était en train de parler avant des efforts pour créer des structures qui donnent les structures qui permettent aux capitaux d'être investis dans l'infrastructure locale. Ça, c'est la solution. Est-ce que j'ai débordé le temps imparti? Ne vous trompez pas. Non, je ne lance pas le chrono. Je vais passer à vous, Catherine. Vos réflexions, s'il vous plaît. Est-ce que je peux commencer quand... Oui, rapidement. Premièrement, j'aimerais dire une fois de plus merci pour cette réunion des talents d'expertise, aussi bien que l'engagement à établir des partenariats et la collaboration. Nous sommes dans un monde, à une époque où la collaboration est beaucoup plus importante. De ce fait, je dis félicitations aux collègues qui sont résilients dans les discussions de G20 également. Nous savons que ce sont des temps très difficiles. C'est là que cette communauté est plus importante que jamais. Et c'est également quelque chose que nous devons également reconnaître. Nous vivons dans des temps où la durabilité est allée d'être un buzz
à un mot sale potentiellement. Et si nous ne désignons pas cela du doigt, nous avions des conversations d'allouer les capitaux aux économies pour l'infrastructure résiliente, durable. Quand nous parlons des normes de résilience durable, nous devons décrire cela sans nommer la bête. Et la bête, c'est qu'il y a beaucoup plus... nommer la bête. Nous voyons les fonds qui changent leur nom du fonds climatique ou au fonds géographique. Ils sont en train d'effacer le vert, la durabilité dans l'étiquetage des produits. Alors, arrêtons-nous d'abord. Disons que quand nous avons les conversations avec le Banque nationale des développement, avec les caisses patients, les gestionnaires des actifs, vous devez déployer les capitaux dans l'infrastructure pour bâtir les économies, accélérer l'action climatique, la croissance à un moment où la technologie n'a jamais été meilleure. La technologie est chère, mais la politique n'a jamais été difficile. Et si nous faisons cela, je pense que nous pouvons être honnêtes entre nous-mêmes et nous provoquer sur le lien entre ces deux présentations merveilleuses. Merci au professeur Aurora. Et je dirais que nous avons un défi de croissance et des opportunités d'investissement. Nous devons déployer beaucoup plus de capitaux dans l'économie réelle. Nous avons tout un éventail de confusion des investisseurs qui ne savent pas comment évaluer si la durabilité est réelle ou pas, qui ne savent pas comment évaluer s'ils seront pénalisés ou promus pour avoir utilisé le langage tel que propre durabilité dans leur communication liée aux investissements. Et cela rend ces conversations même beaucoup plus importantes. Alors, qu'est-ce que les banques publiques de développement, les IFD, peuvent faire pour réduire cette confusion, pour veiller à ce que nous ne puissions pas voir les contre-coups avec l'agenda de durabilité, les gens qui plantent la tête dans le sable? Nous pouvons faire trois choses. Parler un peu au secteur d'élasticité, parler un peu du point évoqué par Nazmia, d'engager les prestataires de capitaux de longue date et le point de langage commun de communication avec les investisseurs. La première chose, probablement, que les banques publiques de développement peuvent faire, c'est d'être courageux en parlant de leurs histoires de succès. Nous savons que les banques de développement sont à l'avant-plan pour ce qui est d'infrastructures percutantes, résilientes au climat. Ça, ce sont des organisations. Vous êtes des organisations qui faites le suivi intense de l'impact du travail que vous êtes en train de faire, l'impact par dollar, le résultat que vous voyez. Et vous êtes beaucoup plus clair en informant l'intérieur aussi bien que l'extérieur sur ce que votre investissement est en train de réaliser. Pas seulement pour ce qui est de la durabilité, mais également par rapport au retour. Et franchement, en termes de taux faible de défaillance, donc ça nous donne la confiance, à part les choses telles que les normes dont on aura parlé. La deuxième chose que les banques publiques de développement peuvent faire, c'est de s'inspirer peut-être de ISSB en termes de la normalisation, de la collaboration, parce que l'une des choses frustrantes, comme NASA, vous l'avez décrit, en tant qu'investisseur, la plupart du temps, vous faites face aux différentes normes liées à la communication ou à la manière d'interpréter l'impact et les résultats. Si les BPD travaillent comme un système, nous savons que le Finance en commun essaie de réaliser cela, alors il y a une opportunité de réduire le coût des transactions de l'interface avec les investisseurs, y compris la caisse pension que Max a mentionné, que nous devons accélérer et augmenter à hauteur de 25% d'investissement dans l'infrastructure. Dernier point, c'est que les BPD
peuvent travailler en étroite collaboration avec le secteur privé, avec le secteur universitaire, avec le groupe des standards sur les échanges avec le gouvernement. Nous sommes en train de voir FIA en train de résister, en train de mettre la durabilité, la solidarité dans le forum de durabilité. Mais il y a des éléments probants par rapport aux transactions que vous faites. Alors, est-ce que le terme de G20, solidarité, égalité, soit également associé à l'agenda de durabilité plutôt que de l'avoir cela sous le paillasson? Il faut renforcer un espace comme celui-ci, faire en sorte que l'aspect vert ne soit pas matérialisé, mais que cela soit mis dans le contexte des besoins en investissement. Ce n'est pas une idéologie, mais c'est un moyen de faire avancer la croissance afin de créer des emplois dont nous avons discuté toute la semaine. C'est un moyen, nous l'espérons, de générer beaucoup plus de commerce et des opportunités, des relations multilatérales durables à travers le monde. Et c'est là que l'USB peut être une force maîtrise. Merci beaucoup. Je n'aurai pas du temps pour prendre les questions. Alors, ce que je vais faire, je vais demander les mots de sagesse de chacun de vous. Alors, je vais demander 1 minute à chacun. Qu'est-ce que nous devons retenir de ce que vous avez dit? S'il y a un point que nous devons retenir, on commence par vous, professeur, et puis nous allons descendre. 1 minute chacun. Je pense que Nazmira et moi, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que le défi, c'est mobiliser l'investissement dans l'infrastructure. Mais là où il y a des accords, il y a un faible niveau d'investissement et la formation des capitaux depuis 1994. Je ne suis pas d'accord avec cette assertion que c'est dû à la faible gouvernance. Je pense que le secteur privé doit assumer la responsabilité. Pas seulement ici en Afrique du Sud, ça c'est un phénomène mondial. J'étais en Colombie la semaine dernière en travaillant avec le gouvernement sur la plateforme des transitions énergétiques vertes. Ils font face au même défi. Le président a appelé cela grève des capitaux, mais la reconfiguration de nos systèmes financiers, c'est la clé absolue pour faire cette transition juste. Merci. Merci beaucoup. Je pense que dans 60 secondes, je vais résumer l'énoncé de problèmes identifiés par le professeur et NASA a expliqué ses luttes. Et quand vous voulez prendre les décisions éclairées dans différents marchés, il y a un langage commun qu'il faut. Ça fait partie de la solution ASSB. J'aimerais un peu me baser sur ce que Catherine a dit, sur la manière dont tout le monde dans la salle peut travailler ensemble et également parler de la manière dont on travaille avec les BPD et les BMD. La Banque mondiale, BBRD et AIB ont annoncé publiquement leur décision d'adopter les normes ASSB pour leur propre rapport qui va se traduire, nous l'espérons, dans l'utilisation des normes en tant qu'investisseurs. J'invite chacun dans cette salle à considérer les normes SSB pour adoption et utilisation. Et nous travaillons avec les BMD afin de soutenir les pays clients, préparer les communautés dans le renforcement de capacité. C'est un nouveau langage sans lier. Il y a le coût associé à l'adoption de ces normes et les BPB peuvent jouer un rôle très critique pour réduire les coûts en offrant le renforcement de capacité. Merci. Merci, Nazmina. Je pense que, comme Marc l'a dit, nous sommes tout à fait d'accord. Il y a un déficit de financement et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses faites. Je sais qu'il y a beaucoup de domaines où la perception des risques des investisseurs du secteur privé est inappropriée. Mais la question pour moi est de voir comment surmonter cela. Et premièrement, c'est la normalisation des normes, des soumissions des rapports. Et deuxièmement, c'est la résolution des problèmes. Comprendre quels sont les problèmes et les résoudre, que ce soit la question des liquidités sur le marché sud-africain, que ce soit la perception des risques allant des marchés
développer en termes d'investir dans les projets des marchés émergents. C'est difficile à faire et nous allons contribuer à le faire. C'est la cohérence avec les banques de développement, c'est possible. Alors Catherine a bien résumé cela. Elle a dit plus les gens dans cette salle travaillent sur le système financier, nous pouvons travailler ensemble et nous pouvons réaliser les choses parce que ça m'inquiète. Il n'y a pas d'autre levier que nous avons en ce moment. Merci. Catherine, mot de sagesse, je vais vous donner les statistiques. Il y a la lacune de financement. C'est une opportunité d'investissement. 2,2 000 milliards sont des 60% de l'énergie propre, de la capacité de production d'énergie propre dans les 10 prochaines années. Ce sont les marchés émergents. Deuxièmement, ne matérialisons pas la durabilité. C'est une opportunité. Nous pouvons utiliser les normes dans la communication. On doit parler des opportunités plutôt que d'idéologie. Et troisièmement, les outils sont dans la salle. Si je regarde dans la salle, il y a beaucoup d'amis. Je vois Jeanette qui est là, de MIGA. Je vois Anne-Marie de BFD, Africa Investment. Je vois EcoC de Investment Development Forum, Laura de la Fondation Climat dans la salle. Vous avez tout un éventail de capitaux ici avec différentes solutions, des moyens de gérer des risques, des moyens de gérer les perceptions des risques, des partenariats. On n'a pas besoin d'innovation. Les solutions sont dans la salle. Nous pouvons créer les opportunités d'investissement. Nous pouvons éviter de matérialiser la durabilité et le pouvoir est ici. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons remercier les panélistes, s'il vous plaît? Great. Très bien. Nous avons accusé de retard de 3 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au premier panéliste, c'était une discussion intéressante sur l'affectation de capital. Maintenant, pour les questions de réglementation, on va parler sur les relations entre le PDB et les agences de création de crédit, tous ces liens, bien sûr, vous savez, le coût de capital et le besoin de diminuer le coût de capital, surtout dans les pays en développement où le besoin est majeur. Je suis content d'avoir ici autour de la table le PDB, le développement national, régional et aussi les agences. C'est le système que nous voulons créer au sein de FIX. Et vous avez vu cela, qu'il y a eu l'évolution de semer au système pour inclure aussi bien que possible des partenaires. Vous avez raison, Catherine, je crois que les solutions sont dans la salle et nous essayons de chercher ces solutions durant la session de panel. Juste pour dire que IDSCS a commencé les discussions avec l'agence de création de crédit. Nous avons créé l'initiative avec d'autres panélistes qui sont là pour être courts. On va parler sur les défis et les opportunités, sur comment l'évaluation est faite au niveau d'affectation de notation de crédit et comment améliorer la situation. J'ai avec moi Thomas Hametafiki, le député, l'agent de CDI. Est-ce que vous pouvez présenter comment il y a eu des opportunités, comment vous travaillez au sein de dialogue, quels sont les changements que vous voulez voir? Merci. Je pense que la question de faire avancer le dialogue est important. Il faut poser cette question. Pourquoi ce sujet est important? Assez souvent, vous mentionnez le club de IFCD où nous avons beaucoup de sujets. Nous réfléchissons surtout sur les questions des
des actifs de notre activité, le type de secteur et de l'économie. Et enfin, nous voyons comment on peut accroître les ressources. Nous sommes ici au sein de FIX avec la même situation. Je pense que c'est important de se focaliser sur, lorsqu'on travaille avec les secteurs différents, les méthodologies différentes, ainsi de suite. Et avec la situation que nous avons, les besoins sont croissants et les investissements sont significatifs. Il faut accroître les ressources des PDB différents. Si nous voyons cela pour que chaque pays puisse financer l'économie, il ne s'agit pas de se focaliser uniquement sur les institutions de crédit. Il faut développer les marchés capitaux pour mieux financer l'économie. C'est la situation exacte pour les NPD. Nous avons le capital pour chaque NDP pour le gouvernement qui travaille avec les partenaires internationaux. Il y a les autres qui ont des dépôts privés dans leur bilan. C'est le cas de Caisse de dépôt, par exemple. Je pense que pour faire plus, c'est essentiel pour qu'ils puissent avoir l'accès aux marchés capitaux. Mais vous avez les marchés internationaux de capitaux et les marchés de capitaux nationaux. Je pense que pour être durable, pérenne, le développement de financement sur le climat doivent être ancrés sur le plan local. C'est ce que je crois. Je crois que si nous voulons financer et être capable de couvrir des questions différentes, nous, en tant que Banque nationale de développement, devons développer les marchés capitaux locaux. Nous avons aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui, c'est la possibilité de BND d'avoir accès au marché international. Pour faire cela, je pense qu'il est essentiel d'avoir ce genre d'interaction avec la notation de crédit, parce que le marché de crédit, c'est là où vous devez, en tant que NDB, vous expliquer les processus, les gestions de risques et comment cela est développé. De l'autre côté, nous devons également noter que les NDB ne sont pas les banques commerciales. Donc, ils ont des objectifs spécifiques. Il faut expliquer et décrire de façon claire votre mandat, la relation que vous avez avec le gouvernement, aussi bien que ça serait que nous pouvons construire quelque chose en termes de la méthodologie qui est bien adaptée. Nous avons, par exemple, concernant le travail, la majorité des NDB sont réglementés et travaillent avec leur banque centrale. Les critères utilisés par les banques centrales pour les banques commerciales, la majorité des pays appliquent la même chose pour les NDB. Au Maroc, par exemple, pour l'étude de cas, nous avons développé une interaction avec la Banque centrale et développé quelque chose qui prend en considération les aspects spécifiques de nos activités, les crédits à long terme, le fait que nous avons une mission. Il faut alors prendre en considération ce phénomène. Nous croyons que ça peut être le même cas. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'avoir ce genre de dialogue entre les NDB et ainsi de suite. Merci beaucoup, Hamidoua. Vous avez noté des aspects spécifiques qui doivent être pris en compte par les agents de notation de crédit, mais les membres de panélistes vont présenter tous ces phénomènes avant de lui donner la parole. J'aimerais maintenant donner la parole à Pane Younes de BSTB.
PDB. Vous êtes un souteneur significatif de ce sujet. Vous avez beaucoup travaillé pour avoir une meilleure discussion, l'intégration de dialogue entre le PDB et les agences de notation de crédit. Est-ce que vous pouvez présenter les nouveaux outils qui sont disponibles ou bien les recherches qui peuvent aider pour les méthodologies et bien sûr faire quelques propositions? Merci Nicolas, merci Hamid d'avoir ouvert le débat très intéressant. J'aimerais répéter ce que les autres ont dit par rapport au niveau de l'organisation excellente de ce sommet. Je suis sûre que le panel a contribué également à cette organisation excellente. Pour ce je vais ajouter à ce que nous avons noté hier, où nous avons discuté sur les agences de notation de crédit, les questions de changement et l'appel au changement qui a été lancé par Hamid. Je pense que le système existant est prêt pour les améliorations importantes sur la notation. Les banques multilatérales de développement, je pense que c'est important de garder en tête qu'il y a deux éléments. Les pays dans lesquels les BPD et les BMD opèrent. Il y a bien sûr la notation des institutions de développement avec les banques multilatérales de développement selon Basel et en fonction de méthodologie des agences de notation. Il y a un nombre de questions. Il y a des collègues qui vont expliquer davantage. Il y a la question de taux de risque dans les marchés émergents. Nous avons parlé du fait qu'il y a ce phénomène au sein des banques multilatérales de développement et cela a été discuté au sein de J20. Il y a d'autres questions comme les taux de concentration pour les banques de développement. Il y a également ESG où il y a les mesures certains qui ont été créées avec un manque de compréhension, peut-être même de la confusion. J'aimerais dire que comme je me focalise beaucoup plus des outils, je suis d'accord qu'il y a le besoin de se focaliser sur l'objectif principal des agences de notation avec des questions de la pertinence de politique. Il y a deux raisons pour cela. De un, la pertinence de politique est quelque chose de subjectif. Si vous ne faites pas votre travail, si on peut parler de qualité de travail, ça peut être différent, ça peut être noté de façon différente. Ça dépend des parties prenantes. C'est un élément subjectif et les moyens de notation ne sont pas toujours convaincants et ils ne sont pas compris. Et l'importance du crédit, c'est quelque chose qui peut être mesuré. Deuxième raison, il y a également une autre raison pour dire cela. Les banques multilatérales de développement travaillent avec une forme de garantie, comme vous le savez. Ils travaillent avec les parties prenantes. Dans le cas où il y a des problèmes, ils vont avoir une situation où ils font appel aux capitaux. Les outils que nous avons maintenant, et je vais me focaliser là-dessus. Cela a été mentionné dans les sessions précédentes. La base de données des marchés émergents mondiaux. Cela est très intéressant. Cela mesure les taux et les pertes de défaut. Cela a des implications significatives sur comment nous voyons des questions de risque dans les marchés émergents, dans le secteur privé. Aussi, il y a des conséquences différentes. J'aimerais dire que c'est un travail en progrès qui a été basé sur qui est plus spécifique.
Cela est un développement très positif pour les questions comme les crédits préférés. C'est un travail qui a déjà été mis en place pour mesurer. Il y a de va-et-vient entre les agences de notation et les institutions de développement. Là, nous voulons choisir l'outil qui est le plus approprié pour travailler. Les agences de notation ont travaillé sur avec les autres outils qui sont mieux avancés. Il y a aussi l'outil de James a des avantages, mais il y a également les taux, les risques de taux, bien sûr. Il y a des marchés émergents. Comme on incorpore beaucoup plus de données sur l'outil de James, on peut avoir beaucoup plus de détails ou d'informations là-dessus. Il y a également d'autres initiatives qui ne sont pas juste James. J'ai lu un article dirigé par Brian Rill sur ESG qui travaille sur la notation de crédit concernant des questions de climat. Je ne sais pas s'il faut parler dans les détails, mais c'est intéressant de noter le travail qui est fait au sein de ESG. Mais on peut avoir beaucoup plus de résultats détaillés en utilisant ces outils. Au niveau académique ou des universités, avec les banques multilatérales de développement, j'espère que j'aimerais dire que je suis très optimiste que ces processus en cours et les nouveaux outils vont nous aider à aller en avance. Sur le plan politique, je ne suis pas très optimiste. Je vais dire cela parce que le côté politique est très important. Merci beaucoup, James. C'est vrai, James nous aide à avoir une base de données plus intéressante. Il y a bien sûr l'utilisation avec 26 membres. Nous essayons d'avoir beaucoup plus de déclarations de données par les banques publiques de développement, mais maintenant, la base de données de James a prouvé que l'investissement avec les banques publiques de développement est moins risqué que de ne pas l'utiliser. On nous encourage de continuer de l'utiliser. Maintenant, on va donner la parole à nos amis des agences de notation. J'aimerais poser cette question. Quels sont les CRS sont en train de faire avec l'évaluation de banques publiques de développement? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ou quelque chose de novatrice dans le futur? Merci beaucoup, Nicolas, de cette bonne question. J'aimerais réitérer ce que les collègues ont dit concernant l'organisation du sommet de fixe, cette opportunité de communiquer, de discuter. Environ 120 banques publiques de développement. Et les deux aspects sur lesquels je vais m'appesantir liés à votre question, un article de recherche que nous avons publié et un autre article que nous avons publié hier sur le secteur, l'année passée plutôt, sur le développement, sur le mandat et le soutien aux questions de financement dans le secteur climatique de banques publiques de développement. Bien sûr, le mandat est quelque chose qui est lié aux lignes de crédit des institutions et leur capacité de donner les résultats positifs. Le rapport de recherche reconnaît que les banques publiques de développement ont des ressources, les connaissances locales et les outils. Et c'est très important de mobiliser les capitaux privés pour le climat, pour des réseaux de développement, bien sûr, avec de la qualité, une liquidité plus forte, la position de la mise à l'échelle et bien sûr la portée de l'utilisation des instruments plus innovatifs. C'est là où nous nous sommes focalisés sur cet article de recherche qui a été publié l'année passée.
le besoin de feedback, de retour de marché sur cette évolution. Il y a ces facteurs de la sophistication accrue de la structure de capital, les garanties de portefeuille, la sécurité, tout conçu pour améliorer la capacité d'adoption. Deuxièmement, une focalisation accrue d'utilisation de renforcement des crédits pour booster les portefeuilles de prêts ou bien les qualités, par exemple les politiques d'assurance de risque politique, les garanties de parties tierces et la sécurité des actifs. La troisième partie que nous avons développée et les données disponibles, par exemple la base de données de James, et aussi le fait de calibrer les statuts de crédit préférés. Nous savons que ça existe. Les données de James soutiennent ce que les données donnent comme information, les taux de recouverture lorsqu'il y a des dommages. Bien sûr, il ne s'agit pas de l'avoir ou pas. Il y a des institutions qui ont bénéficié, des autres institutions, et dans d'autres cas, ils n'avaient pas la même force ou bien la même efficacité. Quatrième point est sur l'impact de capital, là où nous avons intégré nos matrices. Et je pense que la question de risque d'actifs, oui, c'est plus précis, mais le découpage des actifs, mais c'est un exercice qui est difficile, qui fait appel aux ressources. Nous, en tant qu'agence, nous devons valider cet usage pour s'assurer qu'il y a de la cohérence. Ce n'est pas juste nous, mais il s'agit aussi de la position des questions. Il faut faire le calcul de ration coût et bénéfice. Et bien sûr, il faut voir d'autres formes de durabilité sociale, les questions de risque au portefeuille, ou bien quelque chose qui est ancré dans leur mandat, et on essaie de bâtir le soutien en fonction de ces éléments. L'article de recherche que nous avons publié, là, nous avons peut-être votre question est liée à la méthodologie et je vais m'appesantir sur cela. Nous avons incorporé ces retours sur notre réflexion analytique pour voir si il y a une garantie de notre mise à jour. Nous avons fait une demande pour avoir le retour de marché pour l'amélioration avant l'adoption. Donc, enfin, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour renforcer la transparence et une compréhension de notation de crédit? Et bien sûr, les actions qui sont sur le public. Nous avons publié les recherches sur les lignes de crédit pour s'assurer que les investisseurs ont une compréhension élargie. Peut-être c'est quelque chose qui a été mentionné par Cathy. Nous avons fourni des efforts pour présenter de façon transparente aux banques multilatérales de développement notre évaluation et leur permettre de aussi analyser notre évaluation. Nous ne nous attendons pas à ce que les autres soient d'accord, mais nous voulons expliquer ce que nous avons pour avoir un débat plus éclairé et assister les investisseurs dans leurs activités de climat. Merci beaucoup, Matt. Beaucoup de points. Nous avons parlé sur le renforcement des crédits et nous sommes avec Mika. Juste pour mentionner qu'au sein du système de financement, il y a un nombre d'innovations. Je suis sûre que les autres membres de panélistes vont vouloir réagir. Je vais
J'aimerais poser la question à Samira Mensah. Est-ce que dans les marchés, les marchés de développement, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose? Merci beaucoup, Nicolas. Cette discussion était intéressante. Je partage les opinions de mes copanélistes et ce qu'ils ont souligné jusqu'à maintenant. En plus de ce que Matt a dit, nous voyons les questions de développement de marché pour s'adapter et s'assurer que nous prenons en considération des changements et que nos notations sont bien sont adéquats et sont bien placés. L'un des développements plus récents, je faisais partie de ce panel hier sur les clauses différentes liées à la résilience climatique. Les clauses différentes. En décembre 2024, nous avons changé notre définition de notation pour prendre en considération les sovereign, les pays en développement pour suspendre les paiements et dans le cas des événements climatiques, il y a des conditions pour que cela marche, bien sûr, autour des définitions des événements climatiques qui sont approuvés par une autorité pour dire qu'il y a besoin de déclencheurs. Les paiements d'intérêt dans ces obligations sont suspendus, mais ajoutés. Donc, la valeur des obligations n'est pas impactée. Et plus important encore, il n'y a pas d'arbitrage pour dire que je vais suspendre le paiement sur certaines dates et payer les autres. Si toutes les conditions sont réunies, par exemple, il n'y a pas de défaut déclenché. Là, il s'agit de changements récents. Pour le clause de CRD, les petits pays insulaires ont fait cela. Nous comprenons que pas seulement les banques multilatérales de développement sont en train de faire la mise à l'échelle des SRDC, mais l'adoption de marchés capitaux de notation ou des agences de notation. Il y a une base de données très connue qui est en train d'être développée. Il s'agit d'un développement qui est intéressant parce que ça donne des données, bien sûr, les informations sur le continent, surtout c'est quelque chose qui est comme de l'or. C'est important de s'assurer que nous sommes toujours en train de mettre à jour les données qui nous permettent de mettre ces données sur le forme digitale et sur les actifs de BMD et de banques de développement. Et bien sûr, si ces outils sont mieux, bien sûr, ça va donner pour résultat moins de risques et une capitalisation qui est mieux concernant ces institutions. Donc, c'est très important. Bien sûr, en savant que c'est quelque chose qui est en cours. C'est quelque chose qui est fait grâce aux données qui existent. Et bien sûr, il y a d'autres des aspects de concentration. Juste pour rappel, MLI donne des prêts aux souverains, mais également au secteur privé. Donc, le secteur privé sont dans le secteur de STI.
si important. Bien sûr, nous sommes en train d'essayer d'être constructifs et cela est très utile dans des discussions autour de développement d'infrastructures parce que les CLO ont besoin de données supplémentaires et bien sûr, ces GEMS ou bien d'autres données développées par les IFD et cela va être extrêmement utile. Je vais m'arrêter là. Thank you very much and thank you for being cautious. Merci beaucoup d'avoir fait attention au temps. De réaction sur le OCDC, on n'a pas préparé, mais j'aimerais un peu lancer l'invitation. Utilisant le laboratoire Fix Innovation, nous avons le groupe de travail sur CIDC. Alors, nous accueillons également des agences de notation, GEMS, avec beaucoup plus de données, bien sûr. J'estime que c'est le début de quelque chose qui va vraiment améliorer le taux de solvabilité des pays en développement. Maintenant, je me tourne vers Amassoua. Amassoua, je suis sûr que vous voulez réagir aux choses dont nous avons parlé. Je vais vous demander, poser une question. Dans l'avenir, quels sont les ajustements clés ou innovations dans les méthodologies des agences de notation qui seraient bénéfiques pour les banques multilatérales de développement et banques nationales de développement pour améliorer la capacité financière tout en maintenant le code de solvabilité solide? Je sais que c'est la clé. Merci. Merci beaucoup. Modérateur, je suis heureux d'être là, tout comme mes collègues l'ont dit. Juste pour dire que ça, c'est peut-être la meilleure édition de Finances en commun qu'on a eue dans les 12 années. Cette réunion en est le témoignage. Nous n'avons pas toujours l'occasion d'avoir des interactions enrichies avec des acteurs très importants dans le domaine des BDP. Je pense qu'il peut y avoir d'autres acteurs, mais nous allons partager cela plus tard. Rapidement, c'est intéressant d'être la dernière personne à intervenir. Vous serez sélectif. Peut-être qu'il y a une dernière personne. Juste quelques commentaires sur l'amélioration. Dès le départ, j'aimerais dire que nous avons eu de très bons échanges au fil des années avec les agences de notation. Comment innover, faire des réformes, dans quelle mesure ces réformes peuvent contribuer au traitement qu'ils vont nous donner par rapport à la notation. Et bien sûr, Moody's est également là. Et nous avons aimé ce genre d'échange constructif. On doit le faire avant d'avoir le bon traitement. Alors ça, c'était un parcours très positif pour nous. Bien sûr, comme nous le savons, dans le monde réel, c'est une image mitigée dans certains domaines. On n'a pas suffisamment de considération. Un domaine qui a également été évoqué dans les discussions G20 sur les BND, les capitaux. Il y a toujours des débats pour savoir si cela est suffisamment pris en considération dans les méthodologies. On y donne de la considération, je sais, mais je pense que ça peut s'améliorer et je pense qu'il y a hausse de convergence que les grands capitaux ne font pas partie du bilan financier, doivent être reconnus. Il faut renforcer le profil de ces capitaux mondiaux parce que nous sommes dans les NDP, dans le SUS, et les sponsors ne sont pas toujours notés. Alors, il faut de l'innovation pour pouvoir également inclure ces capitaux. Je suis heureux avec Moody's, nous avançons et ils ont donné de la reconnaissance. Non seulement ils sont là, mais ça fait partie du rapport. Pas toutes les agences de notation avec lesquelles nous traitons nous ont reconnus. Je pense que toutes peuvent améliorer les choses, mais c'est très grand. Les capitaux, c'est 8% des capitaux souscrits. Il y a beaucoup plus des choses à améliorer. Un autre domaine, il y a la question de la source des liquidités. Je pense que cela intervient également dans la notation. Les marchés des capitaux sont une source très importante, mais vous avez des cycles qui viennent et qui partent. Parfois, les marchés des capitaux ne sont pas une bonne source puisée. Vous connaissez, les nombres sortent, vous avez des perceptions étranges des risques. Juste les facteurs de coût, ça devient totalement
déraisonnable. Alors, quand vous allez aux autres sources de liquidité, parfois, les agences de notation, il ne faut pas vraiment, attention, vous vous écartez des marchés de capitaux, vous n'avez pas accès aux marchés de capitaux. Il ne s'agit pas seulement de la question d'accès, il s'agit également de la question des coûts. Et en tant que BDP, l'une des raisons pour lesquelles nous existons, c'est de servir d'intermédiaire pour les financements à long terme, évitant les crédits qui coûtent trop cher. C'est une très bonne chose. En fait, nous sommes pénalisés pour cela. Je pense que c'est un autre domaine. Les sources alternatives de liquidité doivent être mieux reconnues. Et bien sûr, renforcement de crédit, je pense que cela a également fait l'objet de discussions. Mais une fois de plus, je pense que parfois, il peut y avoir des perceptions étroites sur la manière dont vous traitez l'amélioration des crédits. Dans la plupart des cas, vous considérez le renforcement de crédits tel que mesure d'allègement ou dernière mesure. Avant d'en arriver aux dernières mesures, vous échangez, vous essayez de régler les choses pour qu'on ne puisse pas déclencher les dernières ressources. Alors, dans le processus de faire cela, parfois, il y a l'impatience. Vous devez vous comporter comme une banque commerciale et immédiatement, vous déclenchez les derniers recours. Et il n'y a pas suffisamment d'appréciation. Systématiquement, c'est important de ne pas aller à la dernière étape, à moins que vous devriez le faire. Et je pense que c'est là qu'il y a eu des déceptions de notre part. Si vous n'appelez pas cela un renforcement de crédit, si vous ne cristallisez pas, vous allez commencer à dire que c'est invisible, ça n'existe pas. Je pense que c'est un problème. Et je crois qu'au-delà des agences de notation, dans le cas des amélioration et renforcement qu'on peut considérer ici, et également dans quelle mesure la communauté des BPD constitue une partie prenante très importante. Les FMI, Crève de Paris, comment est-ce qu'ils peuvent également prendre en compte les choses telles que Bridgestone Initiative, qui est arrivé quelque part dans les BMD global au niveau 1 et qui ont bougé l'aiguille, donnant la considération spéciale au choc climatique. Que si c'est un pays insulaire, vous faites des choses spécialement pour pouvoir combler le vide. Et finalement, on s'y est mis d'accord d'une certaine mesure, mais ce n'est pas vraiment le consensus dans l'industrie des BPD. Et parfois, nous jouons le rôle des financiers de commerce de dernier ressort aux côtés des banques centrales parfois. Et quand ces chocs interviennent, vous prenez cela en considération. Certaines parties prenantes ne vous donnent pas suffisamment de reconnaissance et c'est important de le faire. Et peut-être que ça, c'est au-delà des agences de notation, mais c'est également une question importante, en particulier dans le contexte du financement du commerce, parce que ça, c'est très sensible par rapport à ces facteurs. PCS a fait l'objet de discussions, mais juste un point sur PCS. Vous savez, ça c'est un spectre, comme Asma l'a dit. Même ce point-là n'est pas apprécié de manière adéquate. Parfois, c'est traité comme étant une question binaire. Soit vous l'avez ou vous ne l'avez pas, mais la vérité est que c'est tout un spectre. Mais dans la compréhension de ce spectre, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de considération de ces BPD qui s'occupent des économies fragiles, n'est-ce pas? Parce que nous savons que nous vivons dans un monde où l'impact de la dernière étape a un endroit spécial dans le monde développement. Il faut qu'on le reconnaisse cela. Nous avons eu des relations excellentes avec certaines institutions qui ne pourraient pas travailler avec nous dans le passé, mais dans le contexte des économies fragiles, elles ont accepté qu'il y a des mesures spéciales qui sont requises. Je pense que PCS doit également avoir cette approche, considérer ceux qui vont dans les juridictions les plus difficiles pour faire les choses que même beaucoup de BPD ne pourraient pas. Vous allez dans ces juridictions et puis quand les discussions de PCS sont sur la table, alors ce point de spectre vient et ils disent non, ce n'est pas une question de du poids. Si vous avez les actionnaires qu'il faut, alors vous avez rempli les conditions. Sont ceux qui vont dans les parties les plus difficiles faire la dernière étape, mais vous n'avez pas de considérations dont vous bénéficiez. Je pense que c'est douloureux pour certains d'entre nous, mais je dois
donner crédit. Junaid est là, et aussi bien que la Banque européenne d'investissement qui a bien travaillé avec nous. Et ça, c'est juste une question d'aller au-delà de la rhétorique, de pouvoir ajouter l'action à la parole. S'il y a suffisamment de temps, je vais ajouter. Je suis désolé. Je vais donner l'espace. Merci beaucoup. Massou, c'est la troisième fois que Junaid a été nommé. La fois prochaine, vous serez autour de la table. Merci beaucoup. Si je résume dans un mot, nous devons faire la différence entre les mandats de la banque commerciale et la banque publique de développement. Samia, enfin, non des moindres, est-ce que vous pouvez partager un exemple concret, comment est-ce que les méthodologies ont bénéficié à CAF? Quelles sont les limites qui ont un impact sur la croissance durable des banques? Est-ce que vous pouvez expliquer? Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité pour ce panel excellent. Merci à nos amis qui sont ici. J'aimerais, pour commencer, reconnaître que depuis que ces conversations ont commencé officiellement entre les agences de notation et les BMD en 2023, je pense qu'il y avait beaucoup d'évolutions positives. Nous devons reconnaître cela. Il y a beaucoup plus de clarté sur les méthodologies, mais il y a également d'ouverture, transparence et échange. C'est positif. C'est ce que j'appelle les améliorations qualitatives. Toutefois, en termes de l'aspect quantitatif de changement des méthodologies, nous devons voir des changements concrets. Fitch, qui n'est pas là récemment, a également émis sa nouvelle méthodologie. C'est faible, mais c'est une étape importante et positive. Je peux mentionner concrètement la réduction de la pénalisation et bien sûr, cela va nous aider en tant que multilatéral de mettre les obligations à un faible prix. Et bien sûr, ils ont changé quelque chose par rapport au ratio des capitaux, mettant beaucoup plus d'accent sur les ratios plutôt que les leviers. Il y a des considérations qu'ils ont incluses dans la méthodologie. Je suis heureuse, mon ami ici a parlé de l'espoir qu'il y ait des changements dans la méthodologie. Je pense qu'il y a bien sûr l'espoir d'avoir des échanges entre les parties prenantes, et tout le monde dans le système. Tout le monde ici a parlé de PCL, de méthodologie, et je veux amener deux autres aspects importants que j'aimerais partager en tant que gestionnaire des risques. Premièrement, c'est par rapport au premier panel, le manque de normalisation. Entre nous-mêmes, les BMD, nous ne partageons pas un cadre commun en termes de risques, matrice de risques et matrice de capitaux. Et bien sûr, nous partageons les points de vue de différentes méthodologies qui utilisent différentes méthodologies, différents indicateurs. Mais nous n'avons pas une série commune d'indicateurs qui nous permettrait de nous comparer nous-mêmes de manière qu'il faut, c'est très important pour nous, parce que cela nous permettra non seulement dans la prise de décision à l'interne, parce que ça peut nous permettre de nous comparer et également nous comparer sur le marché. C'est important pour nous. Étant donné que nous ne sommes pas réglementés, c'est très important d'avoir ce cadre commun en place. Alors, nous sommes une communauté de BMD. Nous devons avoir des conversations sur ces histoires, avoir une série d'indicateurs et nous comparer. Une autre chose à proposer sur la table, c'est le renforcement significatif dans le cadre des risques de stratégie des capitaux. Matt a évoqué la question des instruments de capitaux, renforcement des crédits. Ça, c'est le reflet du cadre de liquidité où nous investissons l'argent à temps. Mais ce que vous voyez, toutefois,
du point de vue multilatéral, il y a un niveau élevé de capitalisation des liquidités, également des tampons observés. Et bien sûr, cela est influencé par les cibles des notations et les méthodologies de série. Mais soyons honnêtes, ça fait également partie de notre ADN. Nous sommes très conservateurs. Cela est intégré profondément dans notre culture institutionnelle. Et en tant que gestionnaire des risques, je pense que nous avons une grande responsabilité qui va au-delà de saisir les risques, de profiler les méthodologies. Nous devons également avoir des conversations à l'interne au sein de nos institutions. C'est également un grand défi. Changer la culture, ce n'est pas facile. Nous avons des problèmes en matière de qualité des données. Je suis heureuse. Nous avons parlé avec GN. Nous avons la responsabilité de donner l'information aux bases de données. Il faut aligner les informations, il faut avoir des modèles en place, il faut développer des modèles et les valider. Alors, je pense que c'est une très grande opportunité. Nous avons les outils pertinents, nous avons le renforcement IA, nous avons des personnes talentueuses qui sont très motivées, une communauté de praticiens qui travaillent sur ces scénarios. Alors, nous avons un rôle crucial à jouer, continuer à tirer parti de cette influence afin de veiller que les BMD collaborent, partagent les meilleures pratiques et adoptent les solutions les plus efficaces. Je pense que la seule façon pour nous, c'est de renforcer notre organisation pour avoir une meilleure capacité et de meilleures organisations. Et j'aimerais vous remercier tous mes amis pour ce panel merveilleux. Merci. Merci beaucoup. Nous avons épuisé le temps. Alors, je vais clôturer avec un mot. J'ai un souhait. Pour le prochain sommet FIC, nous aurons beaucoup plus d'institutions dans la base de données. Alors, pour finir, un mot sur le fait qu'il y a la cérémonie de clôture aujourd'hui à 14 h juste. Soyez-y. Merci beaucoup à tous les panélistes ici et pour leur participation à ce bon panel. Merci.